Philippe Descola, vous êtes professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire d'anthropologie de la nature. Nous allons commencer notre entretien par chercher à définir peut-être le jeu. Le jeu, c'est une notion qui est assez large, assez vaste. On connaît des définitions comme celle de Bizinga, qui insiste sur le côté préhumain du jeu, ou Caillois, sur le caractère, sur l'ubiquité du jeu, et qui a risqué une classification. L'anthropologue que vous êtes, et le philosophe aussi que vous êtes, quelle définition donneriez-vous du jeu ? C'est difficile de donner une définition générale du jeu, parce qu'il me semble qu'on doit distinguer le jeu comme une activité d'émulation et d'apprentissage, peut-être, qui se pratique dans l'enfance et dans l'adolescence, qui est universelle et qui dépasse les frontières de l'humanité, puisqu'on a de plus en plus de cas maintenant observés par des éthologues d'animaux qui jouent quelquefois avec des objets, qui introduisent dans leur jeu des objets, et qui jouent quelquefois aussi entre espèces différentes. J'ai d'ailleurs un souvenir à cet égard qui me ravit lorsque j'étais sur le terrain en Amazonie, chez les Achuar, les maisons amazoniennes en général, des Amérindiens et celles des Achuar en particulier, sont de véritables ménageries. Ils apprivoisent énormément d'animaux, comme des animaux, des pets, comme nos chiens, nos chats ou nos canaris. Et très souvent, entre ces espèces se tissent des liens ludiques. Et je me souviens de jeux de cache-cache entre un quincajou et un ouistiti qui étaient absolument désopilants. Donc ce type de jeu, il est universel. Et puis il y a le jeu comme quelque chose de systématique avec des règles et qui est pratiqué entre adultes et qui est quelque chose de plus rare, dont on sait maintenant, vous avez évoqué Huizinga, il y a les travaux de Caillois, il y a des réflexions de Lévi-Strauss, il y a une littérature anthropologique sur la question, dont on sait qu'il est de nature rituelle. Au fond, il s'agit, par la coopération entre deux groupes de personnes qui sont généralement très bien définis, ce peut être des lignages différents, ce peut être des groupes de filiation, ce peut être des représentants de différents villages, etc. Il s'agit, par la coopération dans le jeu, puisque l'idée de coopération, au fond, est plus importante que l'idée de compétition, c'est de collaborer dans une action commune. Il s'agit de mettre en marche un processus qui échappe, au fond, à la volonté individuelle de tous les participants. Alors, on a de nombreux exemples. Ça peut être, c'est en général des processus de type cosmique, c'est-à-dire il faut contribuer au mouvement des astres. Je pense en particulier au fameux jeu de balle au Mexique, chez les Aztèques, dans lequel il s'agissait de faire passer. J'ai toujours trouvé ça d'ailleurs absolument extraordinaire comme de difficulté, puisqu'on joue avec les hanches et les articulations. C'est une balle assez dure qu'il faut faire passer dans un anneau de pierre sur ces terrains de jeu. Et au fond, la balle, c'est le soleil dont il s'agit de maintenir la course. Ce qui est intéressant aussi, c'est les dernières hypothèses des archéologues, c'est que ces jeux de balles se faisaient sur des espaces qui sont dallés et en période de pluie, qui sont recouverts d'une mince pellicule d'eau et qui donc, en fait, représentent un monde aquatique qui, vu de loin, on a l'impression que on peut avoir l'impression que les joueurs se déplacent sur l'eau. Donc il y a des effets de ce type-là, qui sont des effets esthétiques aussi, qui sont recherchés, mais qui, toujours, ont une fonction rituelle qui prédomine, au fond, sur les situations de compétition et pour obtenir, au fond, la prééminence d'un des groupes sur un autre. Et ces situations de compétition, elles sont apparues plus tardivement dans les tournois, et puis surtout dans ce creuset du sport que sont les grandes écoles britanniques. Pour revenir aux sociétés non modernes, c'est l'expression que vous utilisez. Vous avez longtemps travaillé sur le terrain, en Amazonie, chez les Achuar.
Le statut du jeu dans ces sociétés, comment l'avez-vous observé? Est-ce que le statut du jeu ou la symbolique du jeu varie en fonction des fameux modes de pensée? Par exemple, entre ce que vous appelez l'animisme, repérable chez les Jivaros, et le fétichisme observable chez les aborigènes. C'est une question très compliquée, mais à laquelle je vais essayer de répondre néanmoins. Ce qui est très frappant, encore une fois, c'est que dans le domaine du jeu, on observe cette dissociation entre un jeu comme une activité d'éveil, d'apprentissage de la vie et des techniques, qui est caractéristique de l'enfance et de l'adolescence. Et ça, on observe ça partout. Donc en Amazonie, par exemple, et chez les Achuar en particulier, ce jeu, il se manifeste comment? Il se manifeste, par exemple, par, au fond, très tôt, on confectionne pour les garçons, par exemple, des espèces de mini-sarbacanes qui sont des tubes avec un petit piston, ce sont des tubes de bambou qui permettent de projeter des boulettes d'argile. Et donc des garçons de 5 ans, 6 ans au maximum s'entraînent à tirer sur des grenouilles, par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est à la fois un apprentissage, c'est un jeu et c'est un apprentissage technique. Plus tard, toujours pour les garçons, on leur apprend, leur père leur fabrique des sarbacanes. Ce sont des vraies armes, mais qui ne sont pas des sarbacanes d'adultes, parce que les sarbacanes d'adultes, c'est quelque chose qui fait 3 mètres de long, qui est difficile, qui est lourd, qui est vraiment une arme efficace, mais difficile à manipuler pour un garçonnet d'une dizaine d'années. Donc on leur fait des petites sarbacanes avec lesquelles ils chassent à l'affût. Donc il y a tout un apprentissage, au fond, des techniques qui sont propres à chacun des sexes et qui passent par ces jeux. Il y a des jeux qui se font évidemment entre les garçons et les filles. Il y a très peu de jeux entre garçons et filles, parce que les sexes sont séparés assez tôt, mais qui sont des jeux de l'ordre de la course, de la bagarre. Ils se fait des petits défis, etc. Mais c'est jamais très systématisé. Puis après, plus rien. Plus rien, parce que il me semble que dans ce que j'ai appelé l'animisme, c'est quoi, tout simplement? C'est une façon de nommer, une manière de percevoir le monde dans lequel on établit des continuités entre les humains et les non-humains du point de vue de l'intériorité. C'est-à-dire qu'on estime que la plupart des existants, la plupart des êtres autour de nous, dans notre environnement, ont des possibilités intérieures. Ils ont, alors on appelle ça une âme dans le jargon anthropologique, ils ont une intentionnalité, ils ont des désirs, etc., y compris des artefacts du même ordre que ceux des humains, et surtout la plupart des êtres se voient comme des humains. Et donc on peut entretenir avec eux de ce fait, notamment lors des rêves, un commerce intellectuel, mais en revanche, la plupart des êtres ont des corps de type tout à fait singulier qui les mettent en contact avec des portions du monde seulement. Et donc la vie d'un oiseau n'est pas la vie d'un poisson, qui n'est pas la vie d'un insecte, etc., parce que chaque classe d'êtres en forme a des dispositions physiques qui lui donnent accès à une partie du monde. Ce que vous appelez la physicalité. La physicalité, voilà. Donc ça, c'est une façon de percevoir des continuités, des discontinuités entre les objets du monde, qui est très commune dans l'Amérique du Sud des Basses-Terres, dans le nord de l'Amérique du Nord, dans les sociétés autochtones, bien sûr, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Donc une façon assez répandue. Il me semble que dans cet univers, même si je n'ai pas fait d'enquête systématique là-dessus, on trouve relativement peu de jeux, au sens de du deuxième aspect du jeu, c'est-à-dire des formes rituelles d'interaction entre des adultes dans lesquelles il y a une composante physique avec, semble-t-il, de l'émulation, mais pas de désir de l'emporter d'un camp sur un autre. On peut penser, et ce n'est pas complètement impossible, que viennent se substituer au jeu de certaines activités très systématiquement pratiquées, comme la chasse, par exemple, qui est une activité physique dans laquelle il y a compétition et rivalité. Beaucoup de sociétés animistes, ce sont des sociétés dans lesquelles la prédation, entendue au sens large, joue un rôle important, la pêche, la chasse,
Et la compétition avec l'animal, puisque c'est vraiment de cela dont il s'agit, hein, il ne s'agit pas, la chasse ne consiste pas simplement à tirer sur un animal, ça consiste à le trouver d'abord. Et pour le trouver, eh bien, il y a il faut surmonter la ruse de l'animal qui cherche, lui, à ne pas se faire voir. Donc il faut non seulement trouver ses traces, mais lorsqu'on a trouvé ses traces, essayer de les suivre, etc. Et au fond, pour cela, la meilleure façon de procéder, c'est de se mettre à sa place, c'est-à-dire d'adopter son point de vue. Et une grande partie, d'ailleurs, des mythologies des populations de ce que j'appelle animistes insistent sur ce point, c'est qu'au fond, les changements, les basculements de point de vue entre humains et non-humains sont quelque chose de toujours possible. C'est quelque chose qu'on fait aussi au jeu, qu'on fait dans bien des circonstances de la vie normale. Mais la chasse lui donne un support dans cet esprit de compétition, d'émulation, dans lequel on se met à la place du partenaire, en quelque sorte. C'est ce qu'on fait quand on... de Berthoz. Oui, c'est une empathie, mais c'est plus que de l'empathie, parce qu'au fond, c'est aussi ce que l'on fait lorsqu'on joue aux échecs. C'est-à-dire, il faut prévoir ce que votre adversaire va faire de façon à devancer ses mouvements. Un chasseur fait exactement cela. Donc, on peut assimiler ça, si on veut, à du jeu. Et il y a une autre activité qui est assez commune dans les populations animistes, qui n'est plus maintenant, mais qui a pendant longtemps été très commune, c'est la guerre aussi. Et c'est une guerre de nature très très différente de celle qui est pratiquée dans d'autres circonstances, c'est-à-dire avec des armées qui s'affrontent pour des conquêtes de territoire. Ce sont des guerres, j'allais dire, de basse intensité, ce sont des raids de vendetta, ce sont des affrontements guerriers qui mettent face à face quelques personnes seulement, et où les techniques que j'évoquais à l'instant pour la chasse sont aussi mobilisées, et où également on cherche à se mettre à la place de son adversaire, etc. Et d'une certaine façon, on peut penser que dans l'animisme, le jeu, au sens de la deuxième définition, le jeu collectif, en quelque sorte, est remplacé, en tout cas, ce sont des activités de ce type, la chasse, la guerre, la pêche, etc., qui sont des activités d'émulation, de compétition, avec des enjeux d'ailleurs, parce qu'il y a souvent une mise à mort qui en résulte, qui prend la place du jeu. Alors, dans d'autres systèmes, j'en pense en particulier à ce que j'ai appelé les ontologies analogistes. Qu'est-ce que c'est que l'analogisme? C'est l'idée, au fond, que le monde est composé d'une infinité d'éléments, d'états, de processus, d'êtres, et qu'il est donc complètement fragmenté en une multiplicité de singularités. Et des mondes de ce type-là, évidemment, sont très difficiles à penser. Comme chez les Chinois, par exemple. Comme chez les Chinois, comme en Inde, comme beaucoup des civilisations de l'Extrême-Orient. La Chine a cet avantage pour nous présenter un modèle analogiste que des dizaines, des centaines de générations de lettrés ont, de façon réflexive, théorisé en fond ce que moi j'appelle l'analogisme, mais on trouve ça dans la pensée de la Renaissance. Michel Foucault, dans Les mots et les choses, en donne une très bonne description dans ce chapitre qui s'appelle La prose du monde, la ressemblance, les différentes formes de la ressemblance, etc. Et on trouve ça aussi dans le monde andin, on trouve ça au Mexique en particulier, on trouve ça dans une grande partie de l'Asie centrale, en Afrique. Et dans ces univers que j'appelle analogistes, parce que pour faire face à la diffraction, à la dissémination, à la singularisation des objets du monde, il faut trouver des moyens de les connecter, ces objets. Et pour les connecter, on se sert de la pensée analogique. La pensée analogique est universelle, mais elle joue un rôle prépondérant dans ces systèmes, et donc il faut organiser ces éléments discontinus dans des séries en apparence continues. Alors il y a différentes techniques pour cela, qui sont des réseaux de correspondance. Le Soleil est à la Lune, comme l'Est est à l'Ouest, comme le rouge est au noir, etc., etc. Vous voyez, on peut tisser en quelque sorte des réseaux de correspondance qui vont lier des objets dans des séries. Une autre façon de procéder, et qui est tout à fait caractéristique des systèmes analogiques, c'est la hiérarchie. On aligne ces éléments disparates le long
d'une échelle. Alors en Europe, c'était l'échelle de l'être, hein, depuis Plotin jusqu'à même après la Renaissance, dans lequel tous les éléments du monde étaient alignés sur une échelle. Eh bien, dans ces systèmes que j'appelle analogistes, là, le jeu joue un rôle très important parce que il est d'une certaine façon, non seulement il a une fonction rituelle, comme on l'a vu tout à l'heure, bon, le cas aztèque, par exemple, les Aztèques sont un exemplaire de l'analogisme, et donc le fait de faire bouger une balle comme s'il s'agissait du soleil, c'est une analogie, et c'est une analogie qu'on prend néanmoins très au sérieux, parce que de la même façon qu'on sacrifiait des gens pour continuer à faire fonctionner le cosmos et tourner le soleil, et faire tourner la balle était aussi important. Mais outre cette dimension rituelle sur laquelle on a beaucoup insisté, il y a une dimension, je dirais, propédeutique. Quand on est plongé dans un univers où la recherche des correspondances est fondamentale, il est très important de s'entraîner intellectuellement à trouver ces correspondances. Et pour cela, les jeux d'esprit, les devinettes, les contes et les jeux du type, par exemple, des jeux divinatoires, comme on trouve par exemple en Afrique de l'Ouest, comme on trouve dans une partie du monde arabe, comme on le trouve à Madagascar, etc., qui consiste à faire des opérations en quelque sorte avec des objets et qui assez souvent opposent deux personnes. Les échecs en sont un autre exemple, etc. Ce type de jeu est propédeutique en ce sens qu'il prédispose, il conditionne à la recherche de liens entre des éléments différents. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que le jeu est quelque chose de fondamental dans les sociétés analogistes, et c'est là qu'on trouve les formes déclarées les plus manifestes, soit de jeux, alors qui sont plutôt des jeux du type de ceux que j'évoquais, de divination, les jeux d'échecs, les jeux qui opposent deux personnes avec différents types de dispositifs dans lesquels on manipule les objets, etc. Ou bien les jeux qui opposent deux groupes face à face pour obtenir un résultat. Alors, très souvent, les anthropologues ont remarqué que quelle que soit la nature de ces jeux rituels, encore une fois, le résultat n'est pas d'obtenir une victoire de l'un des camps sur l'autre, puisque ce qui compte, c'est au fond le jeu lui-même. Le jeu est de la fin en soi, beaucoup plus que le résultat. Alors, ce qui m'avait frappé, par exemple, lorsque chez les Hatchoirs, vers la fin de mon séjour, et puis j'y suis retourné à plusieurs reprises, lorsque j'y suis arrivé, c'était... disons, la guerre et la chasse, comme je disais tout à l'heure, étaient encore des manifestations de ce transposé de jeu. Et évidemment, au fil des années, le monde de l'État-nation équatorien, puisqu'ils vivent dans les frontières de l'Équateur, dans l'Amazonie équatorienne, a commencé à pénétrer avec deux types de sports qui sont des sports nationaux en Équateur, qui sont le football et le volleyball. Le volleyball en particulier, il y a une forme spéciale à l'Équateur qui s'appelle Equavolley, qui se joue à 3. Il suffit de tendre une liane entre deux arbres et d'avoir un ballon. Ça, moi, j'ai fourni beaucoup de ballons au fil des années aux Hatchoirs pour y jouer. Et une chose qui est très frappante, c'est qu'il ne s'agit pas du tout que l'un des camps triomphe sur l'autre, au fond. Et les tactiques au football sont extraordinaires parce que tout le monde court après le ballon, y compris les gardiens de but, au fond. Donc on a, et puis le nombre d'ailleurs de participants dans les équipes est fluctuant, ça n'a pas d'importance s'il y en a 5 d'un côté et 10 de l'autre. Ce qui compte, au fond, c'est le jeu, et c'est la capture de la balle et puis de marquer un but. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, est très commun.
Lévi-Strauss avait noté dans un article, dans un texte célèbre qui commentait l'arrivée des jeux de balle chez les Gaoku-Gama en Nouvelle-Guinée, que ce qui compte, c'était non seulement le jeu, mais qu'il ne devait pas y avoir d'inégalité, au fond, au terme du jeu. C'est la même chose pour le cricket au Trobriand. Il ne doit pas y avoir... On part dans une situation d'égalité et à la fin, on doit terminer dans une situation d'égalité parce que si l'un des groupes se trouve dans une situation d'inégalité parce qu'il a perdu, ça met en péril l'ensemble de la reproduction sociale. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi de très... C'est pas universel, mais c'est très commun dans beaucoup de sociétés non modernes. Je pense à d'autres manifestations. Il y a des choses qui sont très connues au Brésil central. Il y a la lutte. Alors là, bien sûr, la lutte aussi est très commune dans pas mal d'endroits. Il y en a en Afrique, il y en a évidemment en Asie, en Asie centrale. Je pense à la Mongolie, où c'est devenu une sorte de sport national. Donc, il y a de la lutte. Et là, bien sûr, il s'agit de faire tomber son adversaire. Mais on n'est pas pour autant un champion, c'est le jeu au fond qui compte, c'est l'excitation de la lutte. Et puis il y a quelque chose qui est très curieux, ce sont des courses de relais avec des troncs d'arbres. Alors ce sont des troncs assez lourds, ce sont des segments de troncs que l'on porte sur son épaule, et il s'agit, en général c'est des sociétés à moitié, donc les villages sont divisés en deux, c'est des villages circulaires, divisés en deux, il y a une moitié, et une autre moitié qui entre en compétition. Ces deux moitiés, comme c'est souvent le cas dans les systèmes à moitié, sont complètement dépendantes l'une de l'autre pour tout. C'est-à-dire, si vous vous mariez avec des gens de l'autre moitié, à la naissance, vous êtes initié par les gens de l'autre moitié, à la mort, vous êtes enterré par les gens de l'autre moitié. Donc la vie sociale, au fond, est fondée sur ce processus de réciprocité entre deux groupes qui cohabitent dans un même village, quelquefois avec des antagonismes évidents. Et donc ce sont les deux groupes qui pratiquent ces courses, mais il ne s'agit pas du tout d'arriver premier. Ce qui compte, c'est de faire avancer en quelque sorte le segment de tronc. Donc je pense que cette idée est très générale et que l'idée, au fond, du jeu dans lequel l'un des participants triomphe sur l'autre est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas absolument propre au monde moderne, mais qui a été, dans le monde moderne, complètement exacerbé par rapport à des conceptions du jeu dans lesquelles c'était, au fond, l'activité ludique elle-même qui était privilégiée sur son résultat. Chez les Atchoirs, par exemple, ou chez ces populations de Nouvelle-Guinée dont parle Lévi-Strauss, c'est faire échec à la dérive possible du jeu vers la compétition. Ça me fait penser un peu à ce que disait jadis Pierre Clastre sur ces sociétés qui avaient trouvé des mécanismes pour éviter la dérive étatique, par exemple. Donc ça fait partie de la créativité, au fond, de ces peuples. Alors on peut même dire d'ailleurs que la guerre est toujours plus ou moins ritualisée dans ces conditions. Je pense en particulier à la Nouvelle-Guinée. Qui était dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, les sociétés étaient assez guerrières, et il y avait des terrains d'affrontement. Au fond, on prenait rendez-vous, un peu comme au Moyen-Âge, on faisait la guerre entre deux seigneurs, il y avait des escarmouches, mais il fallait attendre que les moissons soient faites, parce que au fond, la récolte du blé passait avant tout. Là, on se fait face à face. Donc, on décoche une volée de flèches d'un côté, une autre volée de flèches de l'autre. Quelquefois, on se tape dessus. Et puis, dès que le premier sang a coulé, on arrête. Ou bien, dès qu'il pleut, on arrête. Ou bien, on arrête dès que le soleil s'est abîmé derrière telle chaîne de montagnes. Donc, il y a des règles extrêmement strictes pour contenir ce qui est à l'évidence une compétition, et une compétition dans laquelle il s'agit d'emporter sur l'autre, pour que ça ne déborde pas, pour que ça ne dégénère pas en un conflit qui serait devenu immaîtrisable. Et la guerre rituelle est quelque chose de très caractéristique, à grande échelle même. Je pense, pour revenir au Mexique,
ce qu'on appelait le système de la fleur létale, c'est-à-dire ces guerres rituelles entre les Mexicas, donc les Aztèques, hein, les habitants de la ville de Mexico, et puis les habitants de cités-États voisines qui étaient en quelque sorte tolérés par l'Empire aztèque qui avait acquis le contrôle d'une grande partie du Mexique actuel, tolérés pour des guerres ritualisées dans lesquelles il s'agissait de capturer un prisonnier, des deux côtés d'ailleurs. Et ce prisonnier devait être ensuite sacrifié, et son sacrifice devait permettre précisément le maintien du cycle solaire. Donc l'ensemble du système, depuis la guerre complètement ritualisée jusqu'au sacrifice, était un jeu, si on veut. Et alors ça peut paraître paradoxal, puisque le malheureux qui était sacrifié, dont on enlevait le cœur, n'était pas probablement très content de finir ainsi, mais il ne se dérobait jamais à son sort, parce qu'il avait conscience de faire partie d'un rituel de renouvellement, pas de renouvellement, mais d'un rituel cosmique, tout simplement, qui empêchait la fin du monde. Ces guerres rituelles sont des formes, si on veut, de compétition, mais des compétitions qui sont incroyablement encadrées de façon à ce qu'elles ne dégénèrent pas. Que pensez-vous, d'un point de vue anthropologique, des catégories, par exemple, d'un René Girard, quand il parle de rivalité mimétique? Est-ce que c'est un opérateur qui vous semble pertinent pour expliquer ce dont nous sommes en train de parler, d'ailleurs, hein, ces formes de rivalité qui interviennent dans la chasse ou qui interviennent dans des jeux? Il me semble que c'est fécond sur certains aspects. Je pense que René Girard est un exégète de la tradition chrétienne. Et explicite, d'ailleurs. Explicite, et il ne s'en est jamais caché. Cette tradition est tout à fait singulière dans l'histoire des façons de concevoir le monde et ses prolongements, disons. Et dans le cadre du sacrifice chrétien, cette idée du bouc émissaire qu'il a développé dès ses premiers livres et qu'il n'a cessé ensuite d'exploiter, me paraît une façon très intéressante de présenter au fond l'apport du christianisme, c'est-à-dire le fait qu'on remplace le bouc émissaire par le sacrifice consenti d'un seul. Innocent. Innocent. Et à ce dispositif d'interprétation vient se rajouter donc cette théorie de la rivalité mimétique où on fait comme son... on cherche à obtenir ce qu'a son voisin, et donc il y a une espèce d'emballement. Mais je pense que l'emballement est presque toujours contrôlé. C'est ça la restriction que je pourrais apporter. Il n'y a pas une sorte d'hubris générale, si vous voulez, de la rivalité mimétique qui aboutirait à une augmentation croissante et infinie des désirs de chacun par émulation avec ce que l'on perçoit des désirs de l'autre, parce que, au fond, toute société a établi, sauf peut-être la nôtre, depuis quelques siècles, on sent que ces dispositifs de contrôle s'effacent. Et lorsque on a observé dans l'histoire de l'humanité des emballements, ce sont des emballements qui ont souvent été causés par des catastrophes inouïes. Pour revenir aux Aztèques, on a pu montrer que le sacrifice aztèque s'était emballé à partir de l'arrivée des Espagnols sur la côte atlantique. Et c'est lorsqu'on a appris leur présence, etc., il n'est pas impossible, au fond, que ce mécanisme d'emballement ait été un signe de panique dans lequel ces êtres qui étaient semi-divinisés, barbus et couverts de fer,
qui se dirigeaient vers la ville de Mexico étaient vus comme des divinités inquiétantes. Et donc il s'agissait d'aller à l'encontre, au fond, de ce qui semblait être une catastrophe imminente. Et très souvent, des emballements de ce type-là sont liés à des circonstances dans lesquelles, précisément, les Européens jouent un rôle, les colonisateurs jouent un rôle important. Mais pour le reste, il est rare que les choses s'emballent complètement. Mais dans nos sociétés, peut-être que l'émergence, disons, des rivalités réglées, codées, par exemple le tournoi, et puis ensuite le sport, s'inscrit dans cette démarche de trouver des règlements symboliques à des affrontements. C'est Michel Serres qui aime insister le passage de l'affrontement guerrier, puis Albe et Rome, ensuite, puis ensuite le tournoi, puis un match de rugby, par exemple. Je pense que le match de rugby ou le match de football ou de tennis ou quel que soit le sport considéré est la variante, comment dirais-je, ludique et plaisante à regarder. On pourra revenir là-dessus d'ailleurs du point de vue de l'identification que l'on fait avec l'effort et la beauté du geste du sportif. C'est un équivalent ludique d'une compétition individualiste beaucoup plus générale qui est née au fond avec la théorie de l'individualisme possessif qui s'est développée dans les siècles précédents, dans des figures comme Hume ou Locke ont constitué des théoriciens importants et qui est fondée sur cette idée que, au fond, nous, en tant qu'humains, nous sommes propriétaires de nos corps, nous sommes plus dépendants de la domination d'un groupe plus large, d'un groupe de filiation, d'un groupe familial, d'une maison, d'une divinité, du clergé, etc. Nous sommes propriétaires de nous-mêmes. Et en tant que propriétaires de nous-mêmes, nous pouvons rentrer dans des échanges qui sont calqués sur des échanges marchands. Et donc, chaque individu est le foyer de sa propre émancipation et de sa liberté. Et donc, ça a donné, bien sûr, la philosophie des Lumières, etc. Mais aussi est le foyer d'une compétition pour acquérir des biens, du prestige, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'individualisme ailleurs. Je veux bien être... chez les Atchoirs, vous dites. Chez les Atchoirs, il y a de l'individualisme aussi, mais c'est un individu de nature extrêmement différente. Il y aura un travail, peut-être qu'au fond, j'envisage pour mes dernières années de cours au Collège de France de faire un cours sur l'individualisme, parce que c'est un sujet absolument fascinant. On trouve de l'individualisme partout, mais dans des manifestations différentes. Bon, fermons la parenthèse. Cet individualisme moderne, celui de l'homo economicus, enfin, c'est-à-dire pour en prendre sa forme la plus caricaturale, c'est-à-dire d'un agent économique dans un marché, propriétaire de lui-même, propriétaire de son travail, propriétaire de ses biens, etc., qui rentre dans des interactions économiques, évidemment, il est en permanence dans ces dispositifs de compétition que sont le gain d'avantage par rapport à autrui. Et donc ça, c'est la formule généralisée, le sport étant la quintessence empreinte de beauté, assez souvent, de ce mécanisme. Et c'est en ça que le sport est quelque chose de très différent. Et pour revenir, au fond, à ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que ce soit né dans les écoles anglaises, globalement, on peut le dire, pour la plupart des sports, même si il y a des formes de compétition sportive, même que ce soit le jeu de paume ou des choses comme ça, mais disons, le sport moderne est né dans les écoles anglaises. Et pour avoir passé moi-même quelques temps dans une école anglaise comme pensionnaire dans ma jeunesse, où je suis l'un des rares Français, je crois, à savoir jouer au cricket, qui est un jeu extrêmement bizarre. Je pense qu'on mesure comment ce dispositif de façonnement des élites, que sont ces grandes écoles des public schools anglaises, a pu inventer
ce dispositif aussi préparatoire, au fond, à des carrières militaires, puisque beaucoup des jeunes gens qui passaient par ces écoles étaient destinés à servir dans l'armée, a exacerbé sous cette forme collective l'esprit d'équipe, la camaraderie, enfin toutes ces choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une société de classe, et je dirais même d'une société de caste, puisque la société anglaise, encore à l'heure actuelle, malgré tous les mérites immenses que je reconnais à mes amis anglais, est une société qui est beaucoup plus une société de caste que la société française, c'est-à-dire dans laquelle il y a une multiplicité de couches qui communiquent relativement peu entre elles. Oui, des sortes de clubs avec simplement justement des possibilités de franchir ces barrières de caste dans des grandes opérations que sont la guerre ou les célébrations sportives, justement. Vous avez joué au cricket, donc vous avez fait du sport. Est-ce que vous êtes sportif? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas sportif au sens habituel du terme, c'est-à-dire que j'ai joué au cricket parce que ça faisait partie des choses qu'il fallait faire dans le col des rites, dans le collège où j'étais. Puis j'ai une certaine curiosité pour comprendre le jeu, mais j'ai un peu joué au football, mais sans beaucoup de goût. Les seuls sports, si on peut appeler ça des sports, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce sont des sports de contrôle de soi. Donc j'ai été cavalier pendant longtemps. Et c'est quelque chose, j'ai très peu de temps maintenant pour monter à cheval, mais j'ai commencé assez tôt et ça c'était un immense plaisir. J'aime le ski et le seul autre sport en salle que j'ai pu faire, c'est de la boxe que j'ai fait à une époque où j'avais décidé d'arrêter de fumer et c'est de la boxe française. Et je dois dire que j'aimais autant le sport que l'atmosphère très sympathique qui régnait dans la salle de boxe. Vous en avez fait pendant longtemps? J'en ai fait pendant quelques années, oui. Et qu'en gardez-vous? Je ne sais pas. J'en garde une certaine décontraction face aux choses, c'est-à-dire que, au fond, quand on est stressé, tendu, etc., je recommande à tout le monde de faire de la boxe française. On voit le monde avec beaucoup plus d'équanimité quand on sort d'une séance d'entraînement. On est en particulier débarrassé de toute agressivité. Donc prime le geste, finalement, sur le coup, là. Ah oui, mais d'une façon générale, ce que j'ai trouvé admirable dans ces choses-là, ça m'a beaucoup frappé pour le cheval. Je n'ai jamais atteint un niveau très important, enfin un niveau notable en boxe, mais dans le cheval, c'est au fond, on commence, on vous met enfant sur un cheval. Moi, j'ai commencé à monter à cheval sur des vrais chevaux, pas sur des poneys, donc j'avais, je sais pas, 6-7 ans, et on est perché sur cette montagne avec un sentiment d'impuissance absolument effrayant. On tape des pieds, il ne se passe rien, on tourne les rênes, il ne se passe rien, etc. Et puis progressivement, au fil des années, on a l'impression qu'on fait corps avec sa monture et qu'au fond, on a une complicité partagée avec le cheval, que le cheval comprend vos intentions, que vous comprenez les siennes, et qu'il y a un accommodement qui s'est passé et qui donne un sentiment, au fond, de plénitude remarquable. Je pense que pour beaucoup de sportifs, c'est ça qui compte, c'est-à-dire c'est tout d'un coup le fait qu'un geste qui paraissait au départ est complexe, difficile à accomplir, se fait avec aisance, avec spontanéité, avec naturel. Voilà. Alors que c'est tout sauf naturel, bien sûr, parce que ça demande des années de préparation, mais c'est cette adéquation du corps à un but qu'on lui fixe et qu'on finit par oublier. C'est le cas d'ailleurs pour l'apprentissage aussi des techniques. Hein. N'importe quelle technique demande au fond une incorporation, enfin n'est véritablement efficace qu'à partir du moment où, au fond, elle n'est plus inculcable. On ne peut plus vous l'apprendre, vous l'enseigner. Et c'est à ce moment-là, quand les choses se font sans dire,
que ça marche. On a envisagé d'abord la relation homme-homme, la rivalité entre les hommes, la rivalité des animaux. Vous avez vu des animaux jouer entre eux, puis il y a ce lien particulier de l'homme et de l'animal qui prend des formes multiples. L'équitation et jusqu'à la corrida. Donc c'est un élément aussi du jeu, c'est un des paramètres du jeu. Est-ce que dans notre société ne subsiste pas là quelque chose d'une relation entre l'humain et le non-humain qui soit autre qu'une relation hiérarchique ou une relation d'exclusion? L'équitation, en effet, c'est une relation ça ne marche bien que s'il y a une forme de complicité entre l'homme et l'humain et le cheval. La corrida, c'est quelque chose d'un peu particulier. La corrida, c'est un rituel. Là, c'est un des rituels qui subsistent. C'est un rituel sanglant, évidemment. C'est archaïque. C'est archaïque. Et c'est un rituel dans lequel les aficionados reconnaissent précisément la perfection du mouvement et de l'animal et de l'homme. Ce que j'aime particulièrement, c'est le rejoneo, c'est-à-dire la corrida montée, dans laquelle il n'y a pas de mise à mort de l'animal, parce que, en tant qu'ancien cavalier, pourrais-je dire, j'apprécie particulièrement le travail du cheval et cette incroyable maîtrise dont fait preuve le cavalier pour faire tourner le cheval sur ses appuis avant, ses appuis arrière, etc., le faire virevolter autour du taureau. Et donc il y a quelque chose, il y a une virtuosité que je trouve absolument admirable. Donc c'est une forme de rituel, au fond, pour que le rituel, c'est un sacrifice, et donc pour que le rituel soit complet, il faut qu'il y ait mise à mort du taureau. Donc moi je préfère la forme abâtardie, en somme, du sacrifice pour la danse, presque une sorte de danse. Oui, c'est une sorte de danse, oui, c'est ça. Ouais. Puis qui n'est pas une domination, qui est une maîtrise. Qui est une maîtrise parfaite, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, effectivement, le cavalier fait ce qu'il veut d'une certaine façon du taureau. Il le mène là où il veut par la maîtrise de l'espace. C'est ce que fait aussi le taureau. Au fond, ce qui compte, c'est de s'imposer dans cette arène, dans cet espace clos, de s'imposer dans un espace. Mais avec le cheval, évidemment, il y a une mobilité beaucoup plus grande et ce jeu de face à face entre le taureau et le couple de la monture et de son cavalier que je trouve absolument admirable. Donc vous n'avez pas joué au football, mais peut-être avez-vous assisté, quand vous êtes allé lors de vos voyages en Amérique latine, que ce soit en Équateur, au Pérou, peut-être au Brésil, est-ce que vous avez déjà assisté à des matchs de football ? Une sorte de spectacle total, enfin même on pourrait presque parler de fait social total, tellement ça mobilise l'ensemble des valeurs cosmologiques, métaphysiques, sociales d'une société donnée. Pour vous dire franchement, non, je n'ai jamais assisté à un match de football américain, mais j'ai très souvent été près de stades dont j'entendais l'enthousiasme, notamment à Rio. Oui, c'est vrai, il y a cet aspect, mais qu'on trouve aussi tout à fait en Europe, de l'identification nationale, locale, régionale, de la vie. On invoque Dieu aussi, on invoque Dieu, bien sûr. Le prêtre est là. Et puis, il y a eu ce cas dramatique il y a quelques années dans lequel un joueur de l'équipe nationale colombienne avait marqué un autogol. Et il a été tué dans un bar comme ça par un spectateur outré. À son retour. Donc c'est des choses qu'on prend très très au sérieux dans ces pays. Il y a la guerre du football, enfin c'est des choses qui sont bien connues. Il y aura une explication, si vous voulez, socio-historique. L'Amérique latine est un pays, si l'on accepte la grande division entre les pays, le Brésil, donc le monde lusophone, colonisé à partir de l'Atlantique, et le monde hispanophone, au fond, ce sont des pays dans lesquels l'État peine à exister. Ce sont des États-nations, mais ce sont des États-nations qui sont encore en formation.
Et l'échelle qui compte, c'est l'échelle régionale. Et l'échelle régionale, ce sont des villes qui contrôlent un hinterland. Et c'est un système très ancien. Hein. Ce sont donc des villes de fondation espagnole, très souvent fondées sur des lieux de culte pré-hispaniques, et qui vont occuper des zones fertiles. Je pense en particulier aux vallées andines, dans lesquelles les conquistadors créent des haciendas, et donc des grandes exploitations agricoles, et se tissent progressivement des liens de clientélisme qui sont absolument caractéristiques de ce système, ce qu'on appelait le gamonalisme, entre une élite créole et puis des populations autochtones et ensuite métisses, et qui finissent par créer des sphères d'interaction locales autour de villes. Et c'est pour cela, en particulier, que d'une part, l'enthousiasme pour le club de football de sa ville est absolument considérable, parce que les gens s'identifient en premier lieu à ces petites unités, et que ensuite, étant donné que l'identité nationale est d'une certaine façon évanescente, elle est très récente, au fond, les valeurs culturelles sont relativement partagées, etc. L'enthousiasme aussi pour l'équipe nationale, lorsqu'elle joue contre une autre équipe nationale, elle est fondée sur cette idée que le grand anthropologue Gregory Bateson avait formulée sous le nom de schismogénèse complémentaire. Qu'est-ce que c'est que la schismogénèse complémentaire? C'est simplement le fait qu'un comportement entre deux individus ou deux groupes d'individus qui s'opposent va se renforcer progressivement par l'opposition et créer ou stabiliser en quelque sorte des manières de se comporter du fait même de l'opposition. Et donc on obtient, et le sport, je pense, en tout cas les oppositions sportives, sont un exemple remarquable de schismogénèse complémentaire. Et dans le cas de l'Amérique du Sud, ça permet la création, au fond, d'identité nationale entre des pays entre lesquels les différences ne sont pas considérables. Mais est-ce que, bon, le sport, c'est pas non plus un élément intemporel, il faut reprendre cela dans le cours d'une histoire. Est-ce que vous ne constatez pas, c'est le regard de l'anthropologue là que je sollicite, vous ne constatez pas une sorte d'évolution du sport, le sport dans sa forme la plus contemporaine, le sport de compétition, le sport médiatisé, mondialisé, qui traite d'une certaine manière la sphère du jeu. C'est-à-dire qu'on quitte complètement, par exemple, la perspective égalitaire. Ce sport est très inégalitaire, c'est un sport élitiste. Quel regard vous portez sur cette évolution? En particulier aussi les questions de la violence, parce que vous avez parlé de l'assassinat tout à l'heure d'un joueur, mais la catharsis sportive, elle est souvent en échec. D'abord, l'idée nationale, elle s'est manifestée avec les deux grands systèmes totalitaires du XXe siècle, le nazisme et le fascisme d'un côté, le communisme stalinien de l'autre, dans lesquels le sport a été considéré comme un élément de fierté et d'identification à des héros. Il y avait différents types de héros. Il y avait des héros militaires, des héros du travail, des savants quelquefois, Stakhanov, etc. Et puis des héros sportifs. Et donc, relativement tôt, dès les années 30, la mobilisation du sport au profit d'une idéologie nationale, ou même si à propos du communisme, on ne peut pas parler à proprement parler d'idéologie nationale, ou en tout cas d'idéologie identitaire, s'est développée. Ce qui a changé, je pense, depuis
une vingtaine d'années, là aussi, beaucoup en ont fait le constat, c'est le développement avec... c'est l'irruption du capital financier dans le sport et le fait que la sélection se fait, et en particulier dans les grands clubs de football, par l'argent et par la capacité d'attirer des joueurs d'exception qui coupe en quelque sorte le sport au niveau de la pratique que chacun d'entre nous peut en avoir dans des fédérations avec un système qui marche relativement bien, relativement démocratique, et puis une sorte de micro-société d'élite dans lequel ces mêmes mécanismes tout d'un coup ne fonctionnent plus. Autant, je pense, la plupart des fédérations sportives, lorsqu'il s'agit de traiter des clubs localement, etc., marchent bien. Autant, dès qu'on a atteint ce niveau où on manipule énormément d'argent, les critères, en particulier de moralité élémentaire propres à la vie civique, à la vie commune, et bien évidemment en sport, disparaissent. Il est clair que les clubs finalistes, par exemple, au football, sont les clubs les plus riches. Donc oui, ça va de soi, bien sûr. Rapport de force oui, au rugby aussi, depuis que c'est très frappant de voir qu'avec la professionnalisation du rugby en France, le rugby qui était un sport en France, un sport à la fois populaire dans le sud-ouest, plus bourgeois à Paris avec le Racing et le Stade Français, et c'est complètement transformé. Et des clubs comme Toulon, par exemple, où il y a de très nombreux joueurs de l'hémisphère austral, ne ressemblent plus du tout à ce qu'étaient les clubs de rugby il y a 30 ans, par exemple. Je vois que vous n'êtes pas ignorant. Je ne suis pas complètement ignorant parce que je ne vis pas hors du monde et que j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis amateurs de rugby, enfin qui ont fait du rugby, qui en font toujours et qui sont amateurs. Donc je suis un peu plus... à vrai dire, j'ai plus de... Comme spectateur, j'éprouve plus de plaisir au rugby qu'au football. Michel Serem, qui est un ancien joueur de rugby, insiste sur le fait, par exemple, qu'il y a au rugby cette idée que pour aller de l'avant, il faut la passe arrière, une sorte de dialectique singulière. Et puis le fait qu'il y ait toujours dans le match des joueurs qui sont spectateurs du match, quand il y a une mêlée, par exemple. Oui. Tout cela, c'est quelque chose il y a une symbolique dans le rugby qui vous semble riche. Plus riche que dans le football. Oui, je pense. La mêlée est quelque chose d'intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est une façon d'arrêter le jeu tout d'un coup pour le faire redémarrer. Les anthropologues parlent dans les rituels de mécanismes qui, lorsque l'on a fini un rituel, ce rituel n'est jamais complètement terminé. Il faut laisser quelque chose pour le faire repartir. On appelle ça des embrayeurs rituels, comme il y a des embrayeurs linguistiques. Et je pense que la mêlée, c'est une sorte d'embrayeur ludique, c'est-à-dire c'est un dispositif qui, tout d'un coup, arrête la situation à un moment donné, et puis la permet de repartir. Ce que je trouve magnifique au rugby, alors on a ça quelquefois au football, mais c'est quand même l'échappée aussi. Tout d'un coup, il y a une fusée qui part, et les choses qu'on ne voyait pas très bien où on était, puis il y a une fusée, et le type évite tous les plaquages et va marquer un essai, ça c'est très beau. Oui. Mais le rugby dont nous parlons, c'est peut-être un rugby qui est déjà peut-être un peu dépassé, parce que le rugby lui-même est pris dans une logique, qui est la logique du profit, du capital, etc. On peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'appauvrissement, au fond, symbolique? Est-ce qu'il n'y a pas un sacré de pacotille? C'est Régis Debray qui parle de ces nouveaux temples, avec un sacré, finalement, qui est assez pauvre. N'étant pas moi-même un consommateur d'effervescence rituelle, pour reprendre l'expression de Durkheim, vous savez, il saluait la possibilité d'un moment où, au fond, la vie sociale pourrait à nouveau acquérir une richesse renouvelée dans l'effervescence des rituels, dans des nouveaux rituels. Je pense il pensait très certainement aussi au jeu. Je suis comme Debray, je suis athée, donc et j'ai pas de jugement à porter au fond sur la légitimité ou sur l'authenticité
du sacré. Le sacré, c'est un dispositif social qui sépare certaines activités dites profanes d'autres activités. De ce point de vue-là, dans le sacré, je pense que ce serait adopter une attitude religieuse que de penser, et religieuse récente, c'est-à-dire d'une piété intérieure, au fond, qu'il y a des activités qui sont plus sacrées que d'autres. À partir du moment où on définit socialement un espace à l'intérieur duquel certaines activités se démarquent de celles de la vie quotidienne, après tout, il n'y a pas de degré à ce moment-là. Alors on peut effectivement penser que par rapport à la ferveur de fidèles dans une église ou de gens qui font un pèlerinage au Bhoutan ou qui sont dans un temple bouddhiste, il y a une grande différence. Mais la ferveur ne se mesure pas, je pense, de façon statistique. Je ne veux pas défendre Régis Debray, mais à mon avis, je l'imagine opposant d'un côté la cathédrale et la mairie, qui sont symboles à la fois et religieux et républicains, et de l'autre le supermarché et le stade au sens médiatique ou presque virtuel du terme, tel qu'il apparaît dans les médias et tel qu'il est mondialisé, parce que cette mondialisation, c'est quand même une occidentalisation aussi, à bien des égards. L'un des intérêts du stade, si on peut dire au sens général, c'est que dans ce mouvement de l'individualisme possessif qui a abouti précisément à la compétition sportive, enfin, dont l'un des résultats est la compétition sportive telle qu'on la conçoit actuellement, il y a une sorte de contrepoint, de contrepoids à cela, c'est le fait que les gens se parlent et parlent. Alors, on pourrait le souhaiter, je souhaite en particulier qu'ils parlent d'autre chose, qu'ils parlent de politique, qu'ils parlent de ce qu'ils ont en commun au-delà du sport. Mais le fait même qu'ils puissent sortir, en quelque sorte, de leur sphère privée, du domaine d'intérêt qui leur est propre, pour se projeter dans un projet commun qui est celui de leur équipe de football, c'est déjà une façon, en quelque sorte, de sortir d'une attitude de consommateur exclusif. Je ne m'en satisfais bien évidemment pas, c'est d'ailleurs pour ça que je ne vibre pas avec, aux exploits ou aux défaites de nos équipes nationales. Mais en même temps, je ne peux que constater que c'est au moins une capacité de sortir de soi-même pour lesquelles il n'y a pas tellement d'occasions. Voilà. Moi, je pensais surtout au nouvel avatar d'Homo occidentalensis, que serait Homo festivus, pour reprendre le terme de Philippe Muret. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une figure qui devient une figure en voie de mondialisation, qui s'impose, y compris à d'autres peuples, qui finissent par intégrer ces formes qui sont au fond très, très occidentales? Au fond, c'est un triomphe du nationalisme. C'est un nationalisme qui ne se présente pas sous les formes agressives qu'il pouvait avoir, justement, comme on l'évoquait à l'instant, au XXe siècle, mais qui, du fait de la mondialisation des échanges économiques et du sentiment que peuvent avoir de plus en plus de peuples que leur gouvernement ont finalement une marge d'action relativement minime par rapport à la politique des firmes transnationales et à certaines formes d'universalisation politique, une manière de rester soi-même comme collectif et de s'identifier à une équipe nationale ou à une équipe locale. Donc je pense que c'est un mouvement ce mouvement de globalisation, il porte avec soi et le mécanisme et en même temps la façon de lutter contre le mécanisme. Et le local, oui. Qui serait une réponse alors, encore une fois, je préférerais que le sens du commun passe par d'autres voies que cette voie qui est un peu passive aussi, d'une certaine façon, de se réjouir d'un succès national. Je suis exaspéré, par exemple, à la radio, lors de compétitions internationales,
on annonce exclusivement les succès de l'équipe française. C'est la même chose, j'ai vécu dans beaucoup de pays pour l'équipe nationale. Si on s'intéresse véritablement au sport, donc moi je suis éberlué effectivement quand la Villénie dépasse, je me souviens plus maintenant, c'est 6 mètres, c'est des choses qui sont inconcevables, et voir le geste à la télévision du saut à la perche, c'était absolument extraordinaire, mais ça pourrait être un Bulgare, comme ça l'a été pendant longtemps, ou un Russe, ou un Américain, moi ça me serait complètement égal. Le fait qu'un athlète, la nationalité d'un athlète, pour moi, est complètement indifférente. Et donc, effectivement, c'est frustrant, c'est un nationalisme de bas étage. Je préfère m'enthousiasmer pour le fait que la recherche française continue à tenir son rang dans le monde, par exemple. Mais vous avez aussi, c'est Virilio, Paul Virilio, qui avait insisté là-dessus, sur ce triomphe du temps réel aussi, hein, c'est-à-dire une sorte de rétrécissement à la fois de l'espace et du temps, et on l'observe dans le sport tout de même, puisque finalement en temps réel, dans n'importe quel pays du monde, on peut vibrer à des équipes qui sont censées être des équipes d'élite. Je voudrais revenir sur le côté esthétique, au fond. Pourquoi est-ce qu'on vibre même lorsque, comme moi, on n'a pas particulièrement d'affinité avec les spectacles sportifs. Je parlais tout à l'heure d'une échappée ou d'un perchiste. Il y a des choses qui tout d'un coup vous saisissent. Alors, il y a une dimension esthétique, mais ce n'est pas une dimension esthétique au sens de la beauté du geste. Je pense que c'est esthétique au sens plus général, où, au fond, dans l'admiration que l'on peut, dans le sentiment esthétique, l'admiration qu'on peut porter à une œuvre d'art, il y a le fait que on se met plus ou moins consciemment à la place de l'artiste. Lévi-Strauss se faisait remarquer ça dans je crois que c'était dans La Pensée sauvage. Et on essaye de refaire, au fond, l'œuvre, peut-être d'une façon différente. Et ce sentiment d'émotion que l'on ressent face à un beau geste en sport vient aussi de la possibilité, qui n'est pas plus évidente dans le cas du sport que dans le cas de la peinture, par exemple, de faire soi-même ce geste, c'est-à-dire se situer à la place de l'artiste ou du sportif et d'imaginer ce que l'on aurait pu faire soi-même. Et je pense qu'une partie de l'émotion vient de là, et en particulier de la mesure qu'il y a un abîme entre ce que l'on aurait pu faire soi-même et ce que l'on observe. Vous avez travaillé sur le paysage, sur la transfiguration du paysage. Avec le sport, il y a des transformations des paysages. Il y a des pans entiers de la planète qui sont devenus des terrains de sport, la montagne, des plages, les parcs d'attractions. Comment voyez-vous cette transformation, quels que soient les pays, les continents, cette transformation à travers ce triomphe? Peut-être que ça accompagne l'Anthropocène. Hein, oui, je pense que ça accompagne. Alors, à titre personnel, il y a un sport, mais c'est à peine un sport, que je pratique beaucoup, c'est la marche. C'est une tradition familiale. Ma famille paternelle vient des Pyrénées centrales, et donc je ne me sens vraiment bien que quand je marche. Et donc j'aime bien la randonnée, ce qu'on appelle maintenant la randonnée. Et je constate à la fois avec plaisir d'un point de vue altruiste, mais en même temps avec mélancolie pour moi-même, qu'il y a plus en plus de gens qui font de la randonnée, c'est-à-dire que des endroits qui étaient déserts, en montagne par exemple, mais pas seulement, sont maintenant parsemés de marcheurs enthousiastes. Donc c'est très bien, ils jouissent en quelque sorte comme moi du fait de se mouvoir avec une relative fluidité dans des beaux environnements. Mais en même temps, une partie du plaisir qu'on retire de cette activité, c'est d'être relativement seul avec soi-même.
Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai, une grande partie, en France c'est très manifeste, une grande partie de l'espace s'est convertie en lieu d'élection, en quelque sorte, pour les citadins, au-delà des stades, au-delà des plages, dans tous ces endroits qu'on aime parcourir. Mais d'une certaine façon, la Disneylandisation, je pense, l'Europe est devenue une sorte de Disneyland, d'une certaine. Alors, on peut le regretter ou pas. Je suis toujours surpris que Disney ses vertus, en particulier tout près de Paris, à reconstituer des sortes de micro-Neuschwanstein ou des endroits de ce type-là, alors que n'importe où en Europe, on a au fond le sentiment d'être... c'est une espèce de rapport dialectique entre des environnements très beaux, dans lequel on décèle, au fond, la trace du travail de l'humanité, de son inventivité, dans les villes, dans les campagnes, etc. Et puis des parcs enclos où cette même trace existe de façon plus ou moins miniaturisée. Je crois que beaucoup de touristes, notamment chinois, ne s'y trompent pas lorsqu'ils viennent en Europe, comme dans un gigantesque Disneyland. Donc de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est le sport, c'est plutôt... du simulacre. Oui, c'est le simulacre, c'est le triomphe de la consommation, en quelque sorte, de paysages normalisés, c'est-à-dire, et dont on a... Mais c'est le cas, au fond, un paysage est un paysage, il est pittoresque parce qu'il ressemble à une peinture pittoresque, non ? Donc de ce point de vue-là, on transforme quelque chose en paysage, on voit quelque chose comme un paysage parce qu'on l'a déjà vu en peinture. Donc si toute l'Europe est maintenant une sorte de paysage que l'on peut consommer, c'est parce que toute l'Europe a été peinte déjà et qu'on a pris l'habitude, au moins pour les gens qui vont de temps en temps dans un musée, ou qui regardent des livres d'art, ou qui voient des tableaux à la télévision, ils reconnaissent des environnements familiers parce qu'ils les ont déjà vus dépeints. Voilà, donc c'est un mouvement... et de ce point de vue-là, juste une parenthèse sur le paysage, c'est très difficile de reconnaître dans la forêt tropicale ou équatoriale un paysage, justement parce qu'elle a été très peu peinte. Et elle se prête donc, sauf par le douanier Rousseau, qui l'a peinte avec une très beaucoup de talent, mais ce qu'il peignait, c'était les serres d'Auteuil ou du jardin des plantes. Donc c'était des tropiques apprivoisés. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à la question de la nature et de la culture, montré qu'il fallait dépasser, au fond, cette coupure. Que vous inspire toutes ces avancées liées au transhumanisme, liées à l'hybridation de l'homme et de la machine, à tout ce qui est en train d'émerger et qui, évidemment, pose des problèmes nouveaux. C'est-à-dire pas simplement l'intervention de l'homme sur la nature, la transformation de la nature, mais la modification de l'homme par l'homme, et la perspective du cyborg, cette rencontre des nanotechnologies, de la biologie, de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Comment l'anthropologue que vous êtes analyse ce phénomène ? Je pense que ça signale la fin d'un cycle, peut-être. Ce que j'ai appelé le naturalisme, dans ses grandes façons de percevoir des continuités et des discontinuités entre les objets du monde, est fondé sur cette idée que, par contraste avec l'animisme que j'évoquais tout à l'heure, les humains se sont... arroger une place prééminente du fait des capacités cognitives de l'intériorité dont il témoigne, la capacité réflexive, le langage, capacité symbolique, etc. Et en revanche, il se considère comme faisant partie d'un continuum beaucoup plus large, organique et inorganique, gouverné par des mêmes lois. Donc c'est exactement l'inverse de l'animisme. Et de ce fait, l'anthropocentrisme comme capacité de saisir le monde par la pensée
n'a pu que se développer de façon considérable et atteint maintenant une limite, en ce sens que tous ces non-humains que nous avions repoussés à la périphérie en les englobant sous l'étiquette de la nature. Il y avait l'homme et la nature, sujet de dissertation au baccalauréat, et l'homme était à la fois l'agent pouvant transformer la nature, la convertir en ressources et donc en produit pour son usage, et la connaître aussi par la voie des sciences. Ce dispositif est en train de se modifier en ce sens que l'on s'aperçoit que cet homme que l'on avait isolé, qui s'était mis en retrait du monde, est lui-même, en fait, d'abord composé d'une quantité astronomique de non-humains, puisque on ne cesse de mesurer à présent à combien la présence des bactéries dans notre corps, qui sont toutes des organismes vivants avec des codes génétiques particuliers, joue un rôle considérable sur la façon dont nous sommes comme êtres humains, sur notre développement, sur notre ontogénèse, etc. Et donc, on s'aperçoit que cet être singulier est en fait composé d'une multiplicité immense d'autres organismes aussi, donc on ne peut pas le séparer complètement. Et à cela vient s'ajouter, évidemment, la possibilité de plus en plus grande que d'autres non-humains, mais qui sont cette fois des artefacts, viennent transformer cette humanité. Donc, moi, je n'ai pas de... je ne suis pas sûr que une position morale de ce point de vue-là soit la plus féconde. Elle ne pourrait que rejoindre d'une certaine façon la position de l'Église ou la position chrétienne. Dieu a créé l'homme à son image et donc il est normal que cette image... Alors, est-ce que Dieu est composé de bactéries aussi? Ça, c'est une autre affaire. Il n'a pas de prothèse, semble-t-il. Donc, développer cette idée, au fond humaniste, c'est à la fois prolonger le naturalisme et prolonger aussi la tradition chrétienne. Donc, je me refuse toute position morale de ce côté. Je continue à essayer d'être un observateur. Au fond, c'est mon métier en tant qu'anthropologue d'essayer de comprendre la diversité des manières d'être humain dans le monde. Une nouvelle manière d'être humain dans le monde maintenant va probablement être des humains augmentés. Alors, est-ce que ça nous rendra moins humains ou plus humains par ailleurs? Je ne sais pas, je ne pense pas que ça nous rendra moins humains, puisque au fond, on peut s'augmenter par toutes sortes de prothèses. L'hominisation, ce qu'on appelle l'hominisation, c'est tout simplement la délégation, le roi Gourand l'a bien montré, de certaines fonctions organiques à des objets. L'externalisation. L'externalisation, donc un percuteur, un chopper, tous ces trucs-là, même les plus simples, c'est des fonctions qui sont mieux remplies, plus efficacement que si on les remplissait sans outils. C'est quelque chose qui n'est pas seulement humain, puisque bien évidemment, il y a pas mal d'espèces qui se servent aussi d'outils, qui les façonnent, etc., etc. Et donc, c'est simplement un mouvement, je pense, qui se développe, dans lequel cette externalisation va être internalisée. C'est-à-dire que l'usage de ces outils va rendre possible certaines choses qui n'étaient pas auparavant. Alors que là-dessus viennent se greffer des fantasmes prométhéens, de vie éternelle, etc. Ça me paraît dérisoire. Mais je pense que ce mouvement, le mouvement de l'hominisation ne peut qu'aller dans ce sens-là. Je vois mal comment... Et il ne pourrait être freiné, encore une fois, que par des considérations morales de type religieux. Alors vous êtes attentif, par ailleurs, là on ne se place pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue plus largement philosophique, à tout de même maintenir un universel humain. Reconnaître la diversité, et combien la diversité est une richesse, c'est une chose, mais c'est universel humain. Est-ce qu'il n'y a pas toujours la crainte que l'universel ne soit abstrait? Est-ce que ce n'est pas une catégorie abstraite, au fond, l'universel? Oui. J'ai plaidé pour ce que j'ai appelé un universel relatif. Et ce n'était pas un jeu de mots ou un oxymore, c'était l'idée que
le relatif, en l'occurrence, est relatif à une relation, hein, comme un pronom relatif. Il me semble qu'il est probablement envisageable que des relations soient conçues par à peu près tous les humains, et peut-être même au-delà des humains, soient conçues pour des non-humains comme étant des relations acceptables par tous. Et donc l'universel, dans ce cas, ne serait pas attaché à des propriétés de la personne humaine, mais à des formes de relations entre les êtres. Au fond, le mouvement philosophique de l'individualisme, qui a donné précisément, et à travers la philosophie des Lumières, les droits de l'homme, etc., est entièrement fondé, et c'est un héritage aussi du christianisme, sur les capacités humaines. Et certains mouvements comme le Great Ape Project, par exemple, c'est-à-dire l'idée de conférer des droits à certains animaux non humains qui présentent avec les humains des caractéristiques analogues en termes de sensibilité, de capacité cognitive, etc., est une idée qui, au fond, est un prolongement de droits qui sont attachés à des qualités propres à l'humanité. Simplement, on élargit un petit peu le cercle. Moi, je pense qu'il serait plus intéressant, d'une manière générale, de raisonner en termes de relations possibles entre les êtres. Et quelles sont, par exemple, les formes d'interaction qui sont acceptables, quelles sont les formes d'interaction qui sont inacceptables, quels sont les lieux ou les formes les milieux de vie où ces formes de vie sont possibles et celles où elles sont impossibles. On rejoint donc cette question de l'Anthropocène. La transformation irréversible du système Terre sous l'effet du réchauffement climatique a pour objet de rendre de plus en plus évident l'absurdité d'une séparation entre humains et non-humains d'un point de vue philosophique, juridique, moral, etc., dans la mesure, précisément, les humains sont devenus une sorte de force géologique. Et de ce point de vue-là, je pense que tout le système du droit mondial, au fond, et en particulier du droit que nous avons hérité du droit romain, parce que les différences entre le droit romain et le common law sont pas énormes de ce point de vue-là, est fondé sur cette idée d'un mouvement qui part des humains vers des choses ou d'autres êtres, et qui, au fond, fonde le contrôle que les humains ont du monde sur des dispositions, sur des capacités qui leur sont reconnues. Alors, retourner le système, et je me suis fait l'avocat de cela, en donnant plutôt des droits, disons, même si le terme n'est pas véritablement satisfaisant, à des milieux de vie, à des territoires, à des localités, à des ensembles où pourraient être réunis des humains et des non-humains qui partagent des formes d'interaction qui sont particulièrement originales, intéressantes, etc., me paraît une bonne façon de procéder. J'avais suggéré ça d'ailleurs à l'UNESCO, qui m'avait consulté sur la question des parcs nationaux. Les parcs nationaux dans le monde sont... Il y a une division de l'UNESCO qui s'est appelée Man and Biosphere pendant longtemps, et qui, au fond, avait pour charge d'entériner la création d'aires protégées qui sont quelquefois naturelles et culturelles, et en le justifiant par des arguments que j'appellerais naturalistes, c'est-à-dire maintien de la biodiversité, etc., qui sont des arguments parfaitement acceptables. Mais j'avais proposé de prendre aussi en considération des arguments qui soient propres à la manière dont les populations qui occupaient ces régions, parce que la plupart du temps, il y a des gens qui sont déjà là, interagissaient avec les éléments de leur environnement. Et de ce point de vue-là, ce qu'il s'agissait de préserver, c'était pas la biodiversité comme une abstraction, c'était des formes de relations qui avaient permis soit le maintien, soit quelquefois l'augmentation de la biodiversité. Et donc il y a une révolution conceptuelle à mener dans la conception de ce qu'on appelle les communs,
pour essayer de sortir précisément de la perspective individualiste et de concevoir les communs comme étant des choses qui existent en soi et dont les humains pourraient n'être que des prolongements. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'universel comme relation, tel que vous le concevez, ne s'oppose pas au commun. Cette idée d'un universel pensé en termes de relations ou des communs, peut-être réarticulé d'ailleurs avec le sport, parce que le sport mériterait d'une certaine façon d'être ancré dans cette exigence. Qu'en pensez-vous ? Oui, on peut envisager effectivement le sport comme un commun, mais là aussi il faudrait changer les règles, c'est-à-dire au fond, il faudrait... et on a des exemples de ce type-là dans les sociétés non modernes. Il faudrait changer la composition, pour prendre disons, rester au niveau le plus empirique, changer systématiquement la composition des équipes, tout simplement. Ce serait très simple, au fond. Vous avez un club, vous avez 2 clubs de rugby, et bien à chaque match, on fait tourner... alors ça existe évidemment par le jeu des transferts, mais avoir un système dans lequel la ritualité et le hasard jouent un rôle plus important pour agréger, enfin, réassocier des individus au sein d'une équipe qui, à chaque fois, va se refaire d'une certaine façon, va avoir à reconstruire son unité dans une opération collective, ça me paraît une bonne façon, effectivement, de généraliser cette idée des communs. Les Jeux Olympiques approchent. Ils vont exactement à l'inverse de ce genre de choses, puisqu'ils consacrent... Mais c'était déjà le cas à Olympie, où, au fond, c'était les cités qui s'affrontaient aussi.